Derrière chaque régime se cachent les bureaucrates qui en font tourner les rouages. L'un de ces obscurs fonctionnaires allait sortir du rang pour influencer le cours de l'histoire et le destin de millions de personnes. Puis, il allait disparaître mystérieusement. Il était le moteur de la machine exterminatrice du Troisième Reich. Malgré son immense pouvoir, il avait choisi de rester dans l'ombre, toujours dans les coulisses, à l'abri des regards. Ce documentaire lui est consacré. Martin Bormann, un homme dans l'ombre du Führer. Selon la version officielle du gouvernement allemand, Martin Bormann est mort sur ce pont de Berlin dans la nuit du 1er mai 1945. Cause de la mort, suicide au cyanure. En 1965, des fouilles sont effectuées pour retrouver des preuves, en vain. Puis, en 1972, sur un chantier proche, des ouvriers mettent au jour 2 squelettes. On soupçonne l'un d'eux d'être celui de Martin Bormann. Le crâne est examiné par 2 experts qui le comparent à son dossier dentaire. Quelques doutes subsistent, pourtant le gouvernement allemand décide de classer l'affaire. Certains ont du mal à l'accepter. Le docteur Hugues Thomas a participé aux recherches de 1972. La dent en or, la couronne, tous les plombages, toutes ces anomalies signifient à mon avis que ces soins pourraient très bien avoir été faits après 1945. Je crois que leur première réaction a été de prendre ça de haut, si je puis dire. Pour une raison que j'ignore et que je ne chercherai pas à connaître, ils n'ont pas réagi en scientifique. Vous ne pouvez pas rejeter de nouvelles preuves simplement parce qu'elles vont à l'encontre de celles que vous avez déjà ou de l'opinion que vous vous êtes forgée. Il y a encore aujourd'hui des gens qui ne sont pas convaincus par l'autopsie de Mengele qui a été faite à Sao Paulo par 17 médecins légistes. Et pourtant on a fait des radios, on a examiné les dents et tout le reste. S'ils n'ont pas été convaincus par l'identification de Mengele, ils le seraient 1000 fois moins encore par celle de Bormann. C'est loin d'être une affaire que l'on peut classer et oublier. Écrivain et journaliste, Gerald Posner a écrit un compte-rendu sur Joseph Mengele, l'ange de la mort d'Auschwitz. Il a également fait plusieurs années de recherche sur le bras droit d'Hitler, Martin Bormann. À mon avis, de tous les hauts responsables du Troisième Reich, Martin Bormann est celui qui aurait pu s'enfuir le plus facilement après la guerre, tout simplement parce qu'il passait facilement inaperçu. Durant la guerre, si vous aviez montré une photo de Bormann à des Allemands dans la rue, beaucoup d'entre eux ne l'auraient pas reconnu. La famille de Martin Bormann est convaincue qu'il est mort en 1945. Pour son fils, Martin Bormann Jr., il serait inconcevable de penser le contraire. Il n'a eu aucun contact avec son père depuis la fin de la guerre. Pour les Bormann, la position officielle du gouvernement allemand est sans appel. Toutes les recherches ont été arrêtées, sa mort a été prouvée sur les 2 dentitions. Et sur les dentitions des 2 squelettes, on a trouvé des éclats de verre, ce qui tend à prouver la thèse du suicide. Au fil des années, la science a évolué. En avril 1998, un laboratoire allemand parvient à extraire l'ADN des ossements. Les données sont alors comparées avec des échantillons de sang de la famille Bormann. Les résultats sont positifs. Le squelette déterré est bien celui de Martin Bormann. Mais pour ceux qui connaissaient bien Martin Bormann, il est difficile d'imaginer qu'il ait pu être du genre à se suicider. Les cicatrices de la guerre s'effacent lentement à mesure que se reconstruit une nouvelle Allemagne réunifiée. La plupart des vestiges du passé nazi ont disparu, mais il en reste un qui témoigne de la vision idéalisée d'un Reich millénaire. Ce monument symbolise la destinée du nazi le plus puissant après Hitler.
Le Berghof, bijou de la couronne du Troisième Reich, nid d'aigle au sommet de l'Obersalzberg, construit par Martin Bormann pour servir de refuge à Hitler. C'est un trône d'où le dictateur surplombe son domaine. Nous sommes en 1944. Sur le front, l'armée allemande s'efforce tant bien que mal de repousser les assauts combinés de 5 armées alliées. Tout sera fini dans moins d'1 an. Mais en attendant, l'heure est aux réjouissances dans la somptueuse retraite de l'Obersalzberg. Toute la noblesse de la cour du Führer s'est réunie pour le mariage du général Hermann Fegelein, l'officier de liaison personnelle de Heinrich Himmler. Il épouse Gretel Braun, sœur de la maîtresse d'Hitler, Eva Braun. Le mariage est très réussi. Nul ne peut imaginer que moins d'1 an plus tard, Martin Bormann encouragerait Hitler à faire exécuter le jeune marié pour trahison. C'est Martin Bormann qui règle tous les détails de la cérémonie. En tant que secrétaire du Führer, il contrôle tout de la vie des hommes qu'il est censé servir. Aux yeux du personnel, comme Rorus Mich, c'est Bormann qui règne sur le Berghof. Au Berghof, Bormann était le maître. Toute la zone était sous son contrôle. Tout devait passer d'abord par Bormann. Absolument tout. Comment Martin Bormann a-t-il pu atteindre un tel niveau d'autorité? Peu raffiné, sans charisme, il est l'antithèse du modèle arien. Il n'a même pas la prestance d'un officier nazi. Il n'était pas séduisant. Il n'était pas très beau et il manquait de personnalité. Il n'avait rien d'exceptionnel. Ces albums contiennent les portraits de milliers de hauts fonctionnaires du Reich, préservés pour la postérité. Ils ont été gravés sur la pellicule par Walter Frenz, le photographe des nazis. Frenz garde de Martin Bormann un souvenir très vivace. Il fallait le respecter uniquement pour sa position, pas en tant que modèle photographique. Il n'était pas photogénique. Il ne cherchait pas à se faire remarquer et préférait exercer son pouvoir dans l'ombre. On pouvait le prendre en photo à condition de lui en parler d'abord. Il n'était pas très grand, mais il avait une position de pouvoir et les hommes du parti devaient faire très attention à lui. Il pouvait faire ou défaire l'image de quelqu'un. On avait le sentiment qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. C'était un intrigant. Tout le monde se méfiait de Bormann. Hitler devait voir en lui un fidèle serviteur, ce qu'il était sans doute. Mais Hitler n'a jamais su que Bormann agissait parfois de son propre chef et d'une manière qui allait à l'encontre de la volonté du Führer. Pour moi, Bormann est au Troisième Reich ce que J. Edgar Hoover fut au FBI. C'est-à-dire qu'il rassemblait des informations personnelles sur tout le monde. Il savait tout de la vie sexuelle de Goebbels et de ses nombreuses liaisons. Il avait un dossier sur la toxicomanie et les débauches sexuelles de Göring. Il rassemblait ces informations afin de pouvoir les utiliser contre ses ennemis le moment venu. Martin Bormann voit le jour dans la petite ville d'Halberstadt au début du siècle. Nous sommes le 17 juin 1900. Sa mère, Antonia Bormann, fervente luthérienne, lui donne le nom du fondateur de son église, Martin. Ironie du sort, le petit garçon ainsi baptisé en l'honneur de Martin Luther méprisera la religion en grandissant
et sera même l'instigateur de lois visant à persécuter l'Église. Martin a un frère, un demi-frère et une demi-sœur. Son père Théodore travaille à la poste et parvient tout juste à subvenir aux besoins de sa famille. Martin n'a que 3 ans quand son père meurt. Sa mère se remarie très vite avec l'oncle de Martin, veuf et père de 5 enfants. La famille ainsi agrandie va s'installer à Weimar. À l'école, Martin est exposé aux prémices du nationalisme fanatique. Élève médiocre, il quitte l'école en première sans avoir obtenu de diplôme. « 1914, la guerre ravage l'Europe. « 1917, Martin vient de fêter ses 17 ans. Il s'engage dans le 55e régiment d'artillerie de campagne. C'est là que pour la première fois, il mettra en œuvre ses talents administratifs et gagnera le respect de ses supérieurs. Après la guerre, l'économie allemande est exsangue. Comme beaucoup d'anciens combattants, le seul objectif de Bormann est alors de survivre. Il trouve du travail dans cette ferme. Son patron, farouchement nationaliste et anticommuniste, a une énorme influence sur le jeune Bormann. Celui-ci rejoint bientôt les Freikorps, un groupe paramilitaire qui s'est engagé à débarrasser l'Allemagne de tous les communistes. L'un de ses membres s'appelle Rudolf Höss, futur commandant du camp de la mort d'Auschwitz. Pour prouver son patriotisme, Bormann participe, sous les ordres de Höss, à l'enlèvement d'un ex-instituteur suspecté d'être un traître. Dans la nuit du 13 mai 1923, ils battent leur victime à mort. Bormann est arrêté et condamné à une peine légère, 12 mois de prison. Sa détention ne fait que renforcer ses opinions radicales. Ces 12 mois auront une influence capitale sur sa vie. En 1927, Bormann adhère au Parti national-socialiste ouvrier allemand. Il se fait rapidement remarquer par ses talents d'organisateur et obtient un poste au siège social du parti nazi à Munich. C'est là qu'il rencontre Gerda Buch. Gerda est la fille du major Walter Buch, juge du parti et ami de longue date d'Adolf Hitler. Pour Bormann, c'est la femme idéale. Ils se marient en septembre 1929. Le chef du parti en personne leur fait l'honneur d'assister à la cérémonie et leur prête même sa Mercedes noire pour l'occasion. L'union de Bormann à la famille Buch lui confère le statut social dont il a besoin pour accéder au pouvoir. Le couple s'installe à Icking, dans la banlieue de Munich. Leur premier-né est un garçon et Bormann demande à Adolf Hitler d'en être le parrain. L'enfant est baptisé Adolf Martin. Mais on ne m'appelait jamais Adolphe. À la maison, on m'appelait Kroenzi, comme le prince héritier, l'aîné, et plus tard Martin. Dans les années qui suivent, 9 autres enfants viendront agrandir la famille Bormann. C'était un père affectueux, mais sévère. Il était juste et sévère. Il s'occupait bien de nous. Depuis son bureau de Munich, Bormann gère les affaires et les finances du parti. Grâce à son talent, le parti est de plus en plus populaire et ne cesse d'attirer de nouveaux membres.
Les élections de 1933 portent les nazis au pouvoir. Le dévouement de Bormann pour le parti n'est pas passé inaperçu et Hitler, nouveau Führer de l'Allemagne, le nomme chef d'état-major de son suppléant. Bormann est donc désormais sous les ordres de Rudolf Hess. Né à Alexandrie en Égypte, Hess est le plus proche collaborateur d'Hitler. Les ordres émanant du bureau de Bormann viennent consolider l'emprise de Hitler sur l'Allemagne. La traditionnelle prière dans les écoles est remplacée par des slogans nazis. Bormann commence par entériner la loi interdisant aux Juifs de pratiquer certains métiers, puis il finira par leur imposer le port de l'étoile jaune. Bormann est assidu, mais impatient. Son désir le plus cher est d'attirer l'attention d'Hitler. Pour ce qui était d'admirer quelqu'un, je crois que Bormann admirait vraiment Hitler. Mais il n'était pas comme Goebbels ou Rudolf Hess, qui faisaient preuve d'une dévotion servile envers Hitler. Bormann était loyal avant tout envers Bormann. C'est à lui-même qu'il s'intéressait plus qu'à n'importe qui d'autre. Mais il savait qu'Hitler représentait la chance de sa vie, le sommet du Reich. C'est pour ça qu'il s'est attaché à Hitler, et il l'a servi loyalement, aucun doute là-dessus. En 1935, Bormann entreprend la construction d'un nid d'aigle au sommet de l'Obersalzberg. Pour la première fois de sa carrière, c'est lui, et lui seul, qui donne les ordres. Et sa personnalité capricieuse ne tarde guère à se faire jour. Il lui arrive fréquemment de bouleverser les plans des ingénieurs à la dernière minute, ou encore d'exproprier des habitants de la région. Rien ne doit venir entraver son grand projet. Un jour, un des propriétaires terriens, sommé de partir, refuse d'obéir. Bormann a dit « Écrivez-lui qu'il ira en camp de concentration s'il refuse de partir. » Et l'homme a cédé, bien sûr. Tout le monde avait peur de Bormann, il piquait des colères énormes. Quand quelque chose ne lui plaisait pas, il se mettait dans une rage folle. Il avait toujours une cravache à la main avec laquelle il frappait tout ce qui l'entourait. Il ne se séparait jamais de ses jumelles avec lesquelles il surveillait toute la zone. Il trouvait toujours quelque chose qui lui déplaisait. Et il se mettait dans une rage noire. Un soir, un de mes ouvriers est allé se soulager derrière les arbres qui bordaient la route. Bormann m'a dit « Si jamais ça se reproduit, je le jette du haut de la montagne. » Le complexe ne manque pas de panache. Mais l'enchevêtrement de bunkers souterrains lui donne plus un air de forteresse que de lieu de villégiature. Au cœur de la montagne, un ascenseur luxueux, entièrement doublé de laiton, gravit les 40 étages jusqu'au sommet. En 1938, Hitler a 50 ans. Bormann lui offre son cadeau d'anniversaire. Au sommet du pic le plus élevé se trouve la maison Kellstein, le nid d'aigle. Hitler n'en voulait pas. Il trouvait que ça coûtait trop cher. Mais Bormann le voulait. Hitler n'avait même pas envie d'y aller. Il évitait la lumière et il y avait beaucoup de clarté là-haut. Il préférait l'obscurité. Il n'aimait pas la lumière qu'il y avait là-haut. C'est Bormann qui voulait ça. Bormann fait tout pour contenter Hitler. Un jour, tandis que ce dernier admire la vue depuis le patio du Berghof, il fait remarquer à Bormann une maison qui, d'après lui, vient gâcher le paysage. Bormann paie les propriétaires pour qu'ils s'en aillent et fait abattre la maison.
À la place, Hitler peut désormais admirer un troupeau de vaches en train de paître. Si Bormann s'est institué maître de l'Obersalzberg, Eva Braun en est l'hôtesse. La maîtresse et le manipulateur, tous deux séduits par le détenteur de l'autorité suprême, ont des rapports tendus. Mais dans sa quête du pouvoir, Bormann fait très attention à Eva Braun. Il sait qu'elle est capable d'accaparer toute l'attention d'Hitler à ses dépens. Bormann fait venir sa famille à l'Obersalzberg dans l'espoir de passer un peu plus de temps avec les siens, mais il en a rarement l'occasion. Der Obersalzberg, der da entstanden ist in der Art Camp David. L'Obersalzberg a été construit dans le même esprit que Camp David. Das war für uns Kinder Pour nous autres enfants, cette période a été très heureuse. eine sehr glückliche Zeit. Wir hatten die Schulkameraden, Nous avions nos camarades d'école. Nos compagnons de jeu étaient les enfants des employés. Angestellten da oben. Wir waren nicht abgeschirmt. On ne nous interdisait rien. Nous pouvions faire beaucoup de choses. Alles, was wir hoffen, wünschen, gut gelingt. Wenn uns frohe Stunden nur geweiht, dann soll uns das neue Jahr willkommen sein. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne lors d'une attaque éclair qui marque le début de la Seconde Guerre mondiale. L'armée nazie accumule les victoires. Le Führer étend son étreinte sur l'Europe et se prend à rêver d'un empire mondial. Bormann est constamment à ses côtés. « 1941, les Allemands bombardent Londres pour pousser les Anglais à accepter une trêve. L'Allemagne nazie vit ses plus belles heures. Les hommes du Führer célèbrent leur victoire. Pourtant, le suppléant d'Hitler, Rudolf Hess, se détache de plus en plus. Il a perdu ses illusions quant à son travail au parti nazi et se fait remarquer par son absence lors de réunions au sommet. Bormann propose alors de le remplacer à son poste. Hitler accepte, faisant de Bormann l'un des hommes les plus puissants du Reich. Désormais, Bormann se consacre corps et âme à Hitler. Sa vie de famille se résume à quelques lettres et à des visites occasionnelles. Bormann écarte doucement Hess de son chemin, créant délibérément des tensions entre eux. Mal à l'aise sur le domaine de Bormann, Rudolf Hess évite l'Obersalzberg. Pourtant, Roro Smith se souvient d'une de ses rares apparitions, le jour même où Hitler reçoit la réponse des Anglais concernant la trêve. C'était pendant le déjeuner. Le docteur Dietrich a apporté un message, il a dit « Mein Führer, les Anglais refusent ». Hitler a rétorqué « Mon Dieu, que puis-je faire? Après tout, je ne peux pas aller là-bas et me mettre à genoux ». Ça a été le signal pour Hess. Rudolf Hess est persuadé qu'il peut convaincre les Britanniques de signer un traité de paix avec l'Allemagne. Il décide de prendre l'initiative. Le 10 mai 1941, il s'envole seul pour l'Angleterre. S'il réussit dans sa mission, il retrouvera l'estime d'Hitler. Hitler ignore tout du projet de Hess et lorsque la nouvelle parvient à l'Obersalzberg, il est fou de rage. Après le départ de Hess, il y a eu une période très difficile au Berghof. Hitler est resté cloîtré pendant presque 2 jours. Dit « Mein Führer, les Anglais refusent ». Hitler a rétorqué « Mon Dieu, que puis-je faire? Après tout, je ne peux pas aller là-bas et me mettre à genoux ». Ça a été le signal pour Hess. Rudolf Hess est persuadé qu'il peut convaincre les Britanniques de signer un traité de paix avec l'Allemagne. Il décide de prendre l'initiative. Le 10 mai 1941, il s'envole seul pour l'Angleterre. S'il réussit dans sa mission, il retrouvera l'estime d'Hitler.
Hitler ignore tout du projet de Hess et lorsque la nouvelle parvient à l'Obersalzberg, il est fou de rage. Après le départ de Hess, il y a eu une période très difficile au Berghof. Hitler est resté cloîtré pendant presque 2 jours. Il disait « Je ne comprends pas. Comment cet homme a-t-il pu me faire ça ?» C'est le moment que Bormann attendait. Il se porte volontaire pour mener personnellement les investigations concernant cette affaire et enquête sur les employés de Hess. Hess avait ordonné à tous ces hommes de garder le silence, et c'est ce qu'ils ont fait. Après tout, c'étaient les domestiques de Hess qui avaient tout organisé. D'après ce que je sais, Bormann a ordonné que tous ceux qui étaient impliqués et avaient gardé le silence soient envoyés en camp de concentration. Mais d'un autre côté, Bormann était certainement ravi de ce qui s'était passé avec Hess. Cela lui avait permis de devenir le chef de la chancellerie du parti. Au terme de son enquête, Bormann suggère à Hitler de déclarer que Hess a perdu la raison et d'ordonner qu'on l'abatte si jamais il revient. Débarrassé de Hess, Bormann dirige désormais la toute nouvelle chancellerie du parti. L'ancien fonctionnaire vient d'accéder au premier rang de la vie politique. Il représente une véritable mine d'informations pour Hitler. Ses talents d'administrateur le confortent dans son ascension vers le pouvoir. Personne ne peut obtenir de rendez-vous avec le Führer sans passer par lui. La nouvelle position de Bormann fait naître un certain ressentiment parmi les généraux d'Hitler. Pour eux, Bormann restera toujours un gratte-papier inculte et peu raffiné. On avait l'habitude de dire que le chef n'avait pas le bon conseiller, pas l'homme qu'il fallait près de lui. C'est ce que nous disions entre camarades. Surtout les plus âgés, ceux qui étaient avec le Führer avant qu'il n'arrive au pouvoir. Ce n'était pas l'homme qu'il fallait, vraiment pas. Aux yeux d'Hitler, peut-être qu'il était parfait parce qu'il était assidu et dévoué, mais pas en tant que conseiller. « 13 janvier 1943, sur le front russe, près de Stalingrad, la 6e armée allemande encerclée capitule. La chance a tourné pour les nazis. Ironie du sort, cette débâcle propulse Bormann au poste le plus important, l'entourage immédiat du Führer. Après Stalingrad et la défaite de l'armée allemande en Russie, Hitler devient un reclus. Il reste éveillé toute la nuit, il prend de plus en plus de médicaments fournis par son médecin. Sans Bormann, Hitler se serait effondré beaucoup plus vite et la guerre aurait fini plus tôt. Mais au lieu de ça, Bormann l'a poussé à continuer. Hitler nomme Bormann secrétaire du Führer, chargé de toutes les affaires de l'État. Mais ce titre n'est qu'une simple formalité. Bormann a d'ores et déjà pris en main toutes les affaires intérieures du Reich. Durant les années de guerre, Bormann exécute à la lettre le programme d'Hitler. Il transmet les ordres du Führer et délègue les responsabilités en ce qui concerne la solution finale à la question juive. Il autorise l'extension des lois de Nuremberg aux territoires annexés d'Europe de l'Est. Il ordonne la fermeture des églises et institutions religieuses. Il donne aux SS tous les pouvoirs sur les Polonais, les Russes, les Juifs et les Tziganes des territoires occupés. Il exige que les prisonniers de guerre soient traités durement. Il dirige la Volkssturm, la milice, et prolonge ainsi la guerre en mobilisant tous les hommes valides de 16 à 65 ans. Des ordres visant à anéantir des communautés entières émanent de son bureau. Il est aussi responsable de la mort des Juifs, des Tziganes, des homosexuels et des Slaves que Himmler avec les SS d'une manière différente. C'était l'éminence grise du Troisième Reich, un de ces anonymes qui en faisait tourner les rouages.
La décision de l'Holocauste des Juifs d'Europe mais aussi la guerre d'annihilation contre les peuples slaves de l'Est, contre les Tziganes et bien d'autres personnes encore. Tout cela a été causé par l'idéologie nationale-socialiste. Et notre Père a en cela une énorme et terrible responsabilité. Le secrétaire gère également la vie privée du Führer. Il achète des maisons pour Hitler, comme celle-ci, et s'arrange pour habiter tout près. Il contrôle les dépenses personnelles d'Hitler ainsi que celles d'Eva Braun. Il cultive même des légumes biologiques pour Hitler dans sa ferme. Lorsqu'Hitler commence à souffrir d'insomnie, Bormann lui fait prendre des doses massives de médicaments. Ainsi, Hitler devient-il dépendant non seulement des drogues, mais aussi de son fidèle serviteur. Bormann filtre toutes les nouvelles en provenance du front, ne murmurant au Führer que ce qu'il veut entendre, le poussant à prendre des décisions irrationnelles. En 1945, les Alliés envahissent l'Allemagne. Depuis son bunker berlinois, Hitler annonce à la radio qu'il se battra jusqu'à la mort aux côtés de son armée. Bormann est près de lui. J'ai écrit ma dernière lettre à mon père en mars 1945. J'ai reçu une réponse qui, à l'époque, n'était pour moi qu'une image. Il m'a écrit, même mourant, le lion peut encore asséner des coups terribles avec sa patte. Le lion était le symbole des Britanniques, mais peut-être qu'il faisait référence au Reich. Seulement, notre animal, c'était l'aigle, et il était déjà brisé à l'époque. Les Américains atteignent l'Obersalzberg et réduisent le palais de Bormann en miettes. Après le bombardement de l'Obersalzberg, ma mère, mes frères et sœurs et les enfants des zones bombardées du bassin de la Ruhr ont été emmenés dans le sud du Tyrol. Pour eux, la guerre s'est donc finie plus vite puisque le front sud a capitulé plus tôt. Ma mère a dû aller à l'hôpital car elle avait un cancer. Quand elle a compris qu'elle ne guérirait pas, elle a demandé aux prêtres catholiques de l'hôpital de prendre soin de ses enfants. Le 21 avril, la capitale allemande est assiégée par l'armée rouge. La bataille finale pour Berlin va commencer. La capture d'Hitler en serait la récompense ultime. L'étau se resserre autour de Bormann. Sous la surface de ce terrain de jeu se trouvait le bunker du Führer. Le 29 avril 1945, Adolf Hitler y épouse Eva Braun. Le 30 avril, tous deux s'y donnent la mort. Je me trouvais près de la salle des machines quand j'ai entendu un coup de feu. Puis tout s'est passé très vite. J'ai pris peur et je me suis enfui, mais je suis revenu immédiatement par le bunker supérieur. Là, j'ai vu qu'on enveloppait Hitler dans une couverture. Rorus Mich, l'un des derniers survivants du bunker d'Hitler, reçoit l'ordre d'annoncer la nouvelle à l'extérieur.
J'ai couru jusqu'à la nouvelle chancellerie du Reich, vers le chef de notre commandement, et je lui ai dit, le Führer est mort. L'atmosphère dans le bunker était vraiment tragique, dramatique. Tous les visages étaient fermés. Bormann aussi avait l'air d'avoir très peur. Hitler mort, Bormann, autrefois craint et respecté, est désormais ignoré de tous dans le bunker. Bormann était très nerveux. Il essayait de parler avec les généraux, mais eux ne s'intéressaient pas à lui. Il s'est retrouvé tout seul. Après la mort d'Hitler, Bormann n'avait plus aucune importance. La fin est proche. Certains se suicident, incapables d'assumer la ruine de leur pays dont ils sont la cause. Bormann, lui, va tenter de fuir. Il a dit au revoir à Goebbels et à tous ceux qui étaient encore là, puis il est venu vers moi. Il m'a dit qu'on avait encore besoin de moi, que je devais continuer mon travail comme dans le passé. Il m'a dit « Bonne chance, mon garçon, au revoir ». Il portait un manteau de cuir noir. Sous le manteau, il avait sa tenue de camouflage. C'est dans cette tenue qu'il a quitté la chancellerie. Sous une pluie d'obus et de balles, les souterrains du métro sont la seule issue possible. Il doit gagner la station la plus proche, à moins de 150 mètres, descendre dans cette station. Les soldats russes sont au-dessus, mais ils ne sont pas dans la station elle-même. S'il arrive à atteindre cette station, il pourra suivre la voie jusqu'à la gare de Friedrichstraße, la station suivante. Là, il pense qu'il y a encore un contingent allemand en train de se battre. Ce contingent l'aidera à traverser le pont de Weidendamm sur la Spree. S'il y parvient, il sera libre. « 8 mai 1945, la guerre est finie. Voici ce qui reste de la fière armée hitlérienne. 1 million de soldats désormais détenus dans des camps de prisonniers. Les Alliés commencent à isoler les criminels de guerre. Le CIC, le corps de contre-espionnage de l'armée américaine, traque les suspects recherchés. L'officier Arnold Weiss est un de ses agents. J'étais l'officier chargé des opérations et donc je traquais tous les suspects. Je devais notamment découvrir ce qui était arrivé à Adolf Hitler. Pour le savoir, j'ai fait capturer un général de brigade SS qui avait quitté le bunker de Berlin avec le testament d'Hitler. Hitler avait également rédigé un testament politique dans lequel il nommait quelques-unes des personnes jugées à Nuremberg et qui essayaient de se dissocier de ce régime. Parmi les noms qui figurent sur ce testament se trouve celui de Martin Bormann. Le tout premier procès pour crime de guerre de l'histoire va rendre son nom public. Le 20 novembre 1945, à l'endroit même où ont été décrétées les lois nazies, les criminels de guerre nazis vont à présent être jugés. Le procès du secrétaire disparu d'Hitler commence. Erich Kemka, le chauffeur du Führer, s'est échappé du bunker avec Bormann. An welchem Tage haben Sie den Angeklagten Martin Bormann zum letzten Male gesehen? Ich habe den damaligen Reichsleiter Martin Bormann in der Nacht vom 1. zum 2. Mai 1945 am Bahnhof Friedrichstraße, Weidendammer Brücke gesehen. Der Panzer flog auseinander in der Höhe
gerade dort, wo Reisleiter Martin Bormann ging. War diese Explosion so stark, dass nach Ihrer Beobachtung Martin Bormann dabei ums Leben gekommen sein musste? Jawohl, ich nehme bestimmt an, dass er von dieser Stärke, dieser Explosion ums Leben gekommen ist. Pourtant, un témoignage ultérieur d'Arthur Axmann, responsable des jeunesses hitlériennes, semble contredire la version de Kemka. Axmann affirme avoir vu Bormann sur le pont de la Wiedenstrasse. Il aurait aperçu deux corps apparemment sans vie. Il est certain que l'un d'eux était Martin Bormann. Mais sur place, on ne retrouve aucun cadavre. La grande question est de savoir où il est passé, mais aussi de savoir dans quoi exactement il était impliqué et dans quoi on l'a impliqué. 4 chefs d'accusation étaient retenus contre lui. Complot, crime contre la paix, crime contre l'humanité et crime de guerre. The tribunal sentences the defendant Martin Bormann on the counts of the indictment on which he has been convicted to death by hanging. J'ai appris que cet homme avait signé ces documents terribles, des ordres de déportation notamment, qui sont tous classés parmi les documents du procès de Nuremberg. J'ai dû apprendre à faire la différence entre le père d'un côté et le responsable politique de l'autre. Après le procès, des avis de recherche sont placardés dans toute l'Europe et la traque est confiée à des agents américains. Mais Bormann reste introuvable. Dans les années qui suivront, des gens aux 4 coins du monde affirmeront avoir aperçu Bormann. Le mythe Bormann est né. Plus d'une décennie plus tard, on ne sait toujours pas ce qu'il est advenu de Martin Bormann. L'affaire est classée et oubliée. Il semble que l'humanité veuille refermer le chapitre des crimes de la Seconde Guerre mondiale. En 1960, de nombreux criminels de guerre nazis sont encore en liberté. L'État d'Israël réagit. Des agents du Mossad, les services secrets israéliens, enlèvent le colonel SS Adolf Eichmann, réfugié en Argentine. Le procès de Eichmann fait grand bruit et les fugitifs nazis entrent dans la clandestinité. Le docteur Joseph Mengele, le médecin du camp de la mort d'Auschwitz, qui vivait jusqu'alors ouvertement en Argentine, se cache désormais dans une ferme du Brésil. Si Bormann est toujours vivant, il a disparu pour de bon. En 1962, le dossier Bormann atterrit sur le bureau de Fritz Bauer, un procureur allemand. Bauer donne l'ordre de procéder à des fouilles à l'endroit où Arthur Axmann affirme avoir vu Bormann pour la dernière fois. Mais les fouilles ne donnent rien. Fritz Bauer mourra en 1965, persuadé que Martin Bormann a réussi à se soustraire à la justice. Puis, en 1972, sur un chantier de Berlin, des ouvriers font une extraordinaire découverte. Ils déterrent les ossements de 2 cadavres. Le gouvernement allemand envoie des échantillons des 2 crânes à l'expert médical de la police de Berlin, le docteur Hans Riedel. Riedel compare les dents aux fiches dentaires du dossier militaire de Bormann. En 1973, nous avons reçu des documents concernant la découverte de Martin Bormann.
Grâce à ces documents, nous avons pu procéder à une identification et à une comparaison. Nous en avons conclu que la conformité était pratiquement de 100%. Je dirais que ceux qui remettent en doute ces résultats sont ceux qui veulent garder vivant le mythe de Martin Bormann. Je pense que les Allemands avaient très envie de classer cette affaire. Ils ne se sont jamais montrés très assidus dans la recherche des criminels de guerre nazis. Bormann était un problème gênant pour eux. En 1984, Gerald Posner se rend à Buenos Aires et examine les dossiers de la police fédérale classés dans les archives de l'État. Sur une table, à environ 3 mètres, j'ai vu un dossier. Je me souviens qu'il faisait à peu près 30-35 cm d'épaisseur et qu'il y avait écrit dessus « Bormann Martin ». Comme un idiot, j'ai demandé à la police si je pouvais consulter ce dossier. Aujourd'hui, j'irai le prendre directement et j'attendrai de voir si on m'en empêche. Bien sûr, on m'a répondu non. Non seulement le gouvernement argentin refuse que ce mystérieux dossier sur Martin Bormann soit consulté, mais il en nie officiellement l'existence. L'Amérique du Sud est un véritable pôle d'attraction pour les exilés du Troisième Reich. Son idylle avec le fascisme fait de l'Argentine un véritable sanctuaire pour les fugitifs nazis. Une fois à l'intérieur du pays, ils se fondent dans les communautés allemandes établies avec l'aide du Kameradenwerk, un réseau clandestin d'anciens nazis. Dans ce quartier huppé habite Wilhelm Saassen, l'un des derniers représentants vivants de la communauté nazie en Amérique du Sud. Il a partagé les secrets des criminels nazis de sinistre mémoire qui ont trouvé refuge sur ce lointain continent. Il comptait parmi ses proches Adolf Eichmann, Joseph Mengele, Hans Rudel et bien d'autres encore. On s'entendait très bien. Pendant 5 ans, Saassen a aidé Eichmann à rédiger ses mémoires. Il y fait souvent référence à Martin Bormann, qui se cacherait quelque part en Amérique du Sud, mais pas en Argentine. Bormann n'a jamais mis les pieds à Buenos Aires. Il s'est enfui, puis il est retourné en Allemagne et il est mort, il y a environ 20 ans. Bormann était vraiment un imbécile. Klaus Eichmann, le fils de l'officier SS exécuté qui a vécu à Buenos Aires avec son père, lance un appel à Martin Bormann, lui demandant d'assumer la responsabilité de ses crimes. Wie unmännlich, Herr Bormann. Ob man Sie 1000-mal tot meldet, ob Sie als chilenischer Sägewerkbesitzer auftreten, als bolivianischer Mineningenieur oder als Kaffeehändler in Brasilien. Sie werden der Gerechtigkeit nicht entgehen können. Was ich dazu beitragen kann, das werde ich tun. Sie können sich darauf verlassen. En 1966, il fait une apparition à la télévision allemande. Herr Eichmann, lassen Sie uns nicht den heißen Brei herumreden. Lebt Martin Bormann? Ja, Martin Bormann lebt. Er freut sich seiner besten Gesundheit. Sie haben einen offenen Brief an Martin Bormann geschrieben, an Hitlers engsten und unheilvollsten Berater. Kann man daraus schließen, dass Sie mit letzter Sicherheit wissen, dass Martin Bormann noch lebt? Ja, Martin Bormann lebt. Er lebt in Südamerika. Au Paraguay, les dossiers de la police secrète concernant Martin Bormann sont rendus publics en 1993. Selon ces archives, Bormann serait mort à Asunción et reposerait dans une tombe anonyme du village d'Ita. Le docteur Huck Thomas émet de sérieuses réserves quant aux conclusions de l'enquête allemande concernant les ossements déterrés à Berlin. Le crâne de Bormann et le reste de son squelette ont reposé dans de l'argile rouge. Vous avez donc un crâne recouvert d'argile rouge et qu'on découvre à côté du crâne de Stumpfegger, qui lui est recouvert de sable. D'ailleurs, les deux squelettes étaient enterrés dans du sable. Mais il n'y a pas d'argile rouge dans cette partie de Berlin, ni nulle part à Berlin, et j'y ai vécu.
On se retrouve donc avec un cas de figure où nous avons de l'argile rouge qui recouvre un crâne enterré à Berlin, alors qu'il n'y a pas d'argile rouge à Berlin. En revanche, il y a de l'argile rouge à Ita, au Paraguay. Et c'est d'ailleurs là, d'après les rapports de la police du président Stroessner, qu'aurait eu lieu l'enterrement d'un homme qui pourrait bien être Bormann. Des années durant, les journaux ne cesseront d'annoncer que Bormann a été aperçu ici ou là. Son énigme enflammera l'imagination de beaucoup, rendant indissociable le mythe et la réalité. Il y avait une autre rumeur selon laquelle il voyageait entre le Chili, l'Argentine et la Bolivie, je crois. Ça pouvait aussi être vrai. Après tout, à cette époque, il y avait des régimes fascistes en Amérique du Sud. Il y avait encore une autre rumeur selon laquelle mon père était mort dans la maison du consul de la RDA à Asunción. Des rumeurs complètement folles. Il est difficile de croire que si Bormann avait survécu, il n'aurait pas cherché à faire passer des messages à sa famille. Lui qui était allemand jusqu'au bout des ongles et qui adorait ses nombreux enfants. Cet aspect personnel ne fait qu'ajouter à la certitude que Martin Bormann est mort en 1945. Un laboratoire ne devrait pas effectuer ce genre de test tout seul dans les cas d'une telle importance historique. Les pressions que l'on subit pour reconstruire de toutes pièces certains aspects de l'affaire sont trop grandes pour laisser la place au hasard. Il devrait toujours y avoir 2 laboratoires. Et dans ce cas, j'ai suggéré qu'Oxford soit l'un de ces 2 laboratoires. 2 laboratoires au moins réduisent les chances de falsification ou d'affabulation, si vous préférez, pratiquement à 0. Ce n'est pas seulement une question technique, c'est une question de justice. Les gens se disent « qu'est-ce que ça peut faire ?» Mais reconstituer la véritable histoire, ce qui est vraiment arrivé à quelqu'un d'aussi important que Martin Bormann, c'est rendre justice non seulement à l'histoire, mais aussi à la mémoire de ceux qui sont morts. C'est notre devoir de rétablir la vérité. En Allemagne, les résultats des tests ADN sont sans appel et l'affaire est classée. Pourtant, aujourd'hui encore, certaines questions restent sans réponse. Et pour beaucoup, le mystère Martin Bormann, l'éminence grise d'Hitler, reste entier.